Hello tout le monde, alors bienvenue dans ce chapitre qui je crois constitue pratiquement le dernier chapitre, voilà, concernant le modèle des boîtes. Alors n'hésitez pas à revenir chaque fois sur les chapitres concernant le modèle des boîtes parce que ça va véritablement impacter toute la suite de cette formation. Si vous maîtrisez le modèle des boîtes, il y a de fortes chances que vous maîtrisiez justement le CSS et le HTML, d'accord, hein? Alors ici, on a découvert pratiquement tous les aspects du modèle des boîtes. Donc, la boîte de contenu, la boîte de padding, donc, ou de marge intérieure, la boîte de contour, donc la bordure, et justement la boîte de marge, donc les espacements extérieurs. Alors, du coup, comme vous rendez compte, hein, voilà, on va tenter de voir comment calculer la dimension totale de notre boîte et voir justement les problématiques qui en découlent et comment solutionner cette problématique. Alors, vous devez savoir que le calcul de la dimension d'un élément n'implique pas donc les dimensions relatives à la marge extérieure. On va tout simplement tenir compte de la bordure, de la padding et des dimensions intrinsèques. Donc, ce sont ces trois aspects de notre boîte qui vont déterminer sa dimension totale. Vous voyez ici que justement, ce sont ces différents aspects-là, voilà, qui déterminent la largeur de nos éléments. Si par exemple ici, je mets par exemple 550 pixels, naturellement, mon élément donc va grandir. Ok, comme vous le voyez là. Donc, je vais mettre 500, hein, voilà, juste pour vous montrer que pour calculer la dimension totale, on va tenir compte de la largeur, la hauteur, des valeurs relatives au padding, de la bordure, et tout simplement s'arrête là. Alors, comment calculer la largeur totale de notre boîte? C'est simple. Ici, on tient compte d'abord de la valeur intrinsèque, donc la valeur du 8. Ici, à la base, ça fait 500 pixels. OK? Donc, à cette valeur de 8, on ajoute la, la valeur de la marge intérieure gauche et la valeur de la bordure gauche. OK? S'il y en a, bien sûr. On ajoute également la valeur de la marge intérieure droite et la valeur de la bordure droite. Donc ici, la dimension totale, donc la largeur totale, ça fait 500 pixels plus 20 pixels à gauche et 20 pixels à droite. Donc ça nous fait tout simplement une largeur totale de 540 pixels. D'accord? Donc vous voyez ici, hop, 500 pixels ici et on ajoute ces dimensions-là. Donc la hauteur totale de mon élément fait quoi? Donc 72 pixels intrinsèques de hauteur plus les 15 pixels en haut et les 5 pixels de bordure. Donc ça fait 20 pixels en haut de plus et 20 pixels en haut de bas, c'est qu'ils nous font 40 pixels en tout. Ça nous fait à peu près, je crois, 112 pixels de hauteur. Donc mon élément a une hauteur intrinsèque de 112 pixels, mais compte tenu donc du padding et de la bordure haute et basse, on a finalement 112 pixels. D'accord? Donc vous pouvez même le constater ici lorsque vous voyez. Alors, mais ici, on a une grosse problématique. Imaginez par exemple que vous avez envie de faire en sorte que la dimension, soit la largeur et la hauteur, ou du moins les dimensions intrinsèques de votre élément, fassent par exemple 500 pixels, y compris la padding et les bordures, par exemple, les padding et les bordures. OK? Donc, ici, ça serait un peu problématique. Ce que vous allez être obligé de faire, c'est quoi, par exemple? Imaginons que vous voulez que votre largeur intrinsèque, votre largeur totale fasse 500 pixels en tenant compte de la bordure et des marges. Vous allez être obligé, justement, de calculer, par exemple, vous dites 15 pixels plus 5 pixels, ça fait 20. 15 pixels plus 5 pixels à droite, ça fait 20, donc ça fait 40 pixels en tout. Donc pour que mon élément ait une dimension totale de 500 pixels en tenant compte de la bordure et des paddings et tout ça, je dois soustraire justement 40 pixels. Donc du coup, ça va me faire ici 460 pixels. Donc 460 pixels. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, alors vous voyez que justement, on a 460 pixels ici. Et lorsqu'on ajoute les 20 pixels gauche et droite dus à la padding et à la bordure, on a en tout justement finalement 500 pixels. Mais de façon intrinsèque, ça nous fait 460 pixels. 20 plus 20 pixels à gauche et 20 pixels tout simplement à droite ici, dû à ces deux dimensions-là, à ces deux propriétés, ça nous fait 40 pixels de plus, donc ça fait 500 pixels. Donc vous voyez ici déjà que même pour la hauteur, ça sera le même concept, ok? Donc ici à la base, ça faisait 112 pixels si vous vous souvenez pour la hauteur. Donc si je veux une hauteur de 72 pixels, y compris
la marge intérieure haute et basse ainsi que les bordures, je suis obligé justement de faire le même calcul. Donc, et là, c'est très fastidieux. Si vous devez vous-même vous préoccuper à chaque fois de faire ce calcul, ça peut vous perdre. Encore pire, imaginez par exemple que là, vous dites que justement, voilà, votre paragraphe ou du moins vos paragraphes font 460 pixels, d'accord? Et que vous avez par exemple justement cette padding là et ainsi de suite. Effectivement, en tenant compte de cette padding et de cette bordure, on va justement avoir 500 pixels comme on l'a vu. Mais ici, le truc, c'est quoi? Là, si vous spécifiez encore quelque part d'autre, en fait, que ici, vous avez maintenant 500 pixels de largeur pour votre élément. Le problème, c'est quoi? Le fait que vous ayez donné une seconde valeur à la même propriété ici va écraser la première valeur et vous allez voir ici qu'en réalité, votre élément ne va pas avoir une dimension en largeur de 460 pixels. Hein, voilà. Vous voyez qu'ici, c'est barré, mais plutôt de 500 pixels. D'accord? Vous voyez ici que hop, c'est la valeur qui reste, c'est justement 500 pixels. Et donc ici, imaginez que vous avez souffert justement pour faire tout ce calcul de 460 pixels plus les 15 pixels, tout ça, pour avoir vos fameux 500 pixels et que vous venez modifier les choses. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les dimensions liées à la padding et à la bordure vont se rajouter et ça va mélanger votre calcul. Ok? Donc pour ça, on utilise donc une propriété assez intéressante qui fait recours à ce qu'on appelle le modèle alternatif des boîtes. Parce que le fait que justement les dimensions se comportent ainsi est lié au modèle standard des boîtes. Donc, de façon standard et basique, c'est comme ça que le modèle des boîtes fonctionne pour le calcul des dimensions de nos éléments. Par contre, pour régler ce problème, on va faire recours au modèle alternatif des boîtes. Et ce modèle alternatif des boîtes est assez subtil et fait intervenir une nouvelle propriété qu'on appelle la propriété box sizing. Donc, c'est simple, vous faites MDN box sizing, ok? Et vous allez voir ici que justement cette propriété solutionne notre problème, ok? Alors ici, vous voyez qu'ici on a plusieurs propriétés, plusieurs valeurs ici, hein, content box et border box. Donc ici, vous allez tout simplement utiliser la propriété border box. Donc même si je fais ça, remarquez, je dis box sizing et que je mets border box, bon, en réalité, j'aurai plus le problème de tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on va faire ça et toujours conserver ça, disons 500 pixels. Et en réalité, le box sizing va faire tout le travail à notre place, d'accord? Vous voyez ici que en réalité, il a fait le travail à notre place. J'ai spécifié ici que je veux 500 pixels de largeur. Et vous remarquez que là, il a mis 460 pixels de largeur. En fait, il a fait le calcul qu'on avait de façon fastidieuse fait premièrement. Ok? Il a d'abord retiré les dimensions liées à la padding et la bordure, bien sûr du côté gauche et du côté droit. Il les a retirés justement en fait des 500 pixels et il a redimensionné la largeur intrinsèque de sorte à ce que, de sorte à ce que plutôt ma largeur, y compris la padding et la bordure gauche et droite, justement, fasse en tout une largeur de 500 pixels, ok? Et il a pratiquement fait la même chose, hein, si je fais ça par exemple, et que je mets une height de 100 pixels, en réalité, il ne va pas me donner une height de 100 pixels, il me donne une hauteur de 60 pixels, de sorte à ce que là, les 60 pixels, y compris les bordures, du moins la bordure et la marge intérieure haute, ainsi que la marge intérieure basse et la bordure basse, donc fasse justement 100 pixels. Vous voyez qu'il a fait tout le travail à notre place. Donc, il y a une astuce, hein, voilà, pour justement faire en sorte que ce comportement de box sizing impacte tous vos éléments au niveau de votre document HTML. Alors, ce que vous allez faire, c'est simple. C'est tout simplement venir ici et dire que, hop, parce que ce comportement de box sizing est très avantageux. Donc, l'astuce ici, c'est de dire tous vos éléments. Donc, sélectionnez tous vos éléments. Bon, disons, si vous voulez même le body, le HTML et tous les éléments comme ça. Tous les éléments effectivement before. Donc, je sélectionne les pseudo-éléments, le pseudo-élément before. Donc, le before de tous nos éléments, le after de tous nos éléments, le HTML, le body
et je dis simplement, hein, voilà, que je veux une box sizing à border box. Et il est aussi intéressant de faire ce qu'on appelle un reset CSS, c'est-à-dire mettre tous vos éléments, par exemple, à 0 et hop, ici, donc, justement, à 0. D'accord? Et ensuite, lorsque vous allez, parce que vous avez remarqué tout à l'heure que j'ai écrasé la première valeur de la 8, de la propriété 8, voilà. Et donc, c'est cette dernière valeur qui est restée. Donc, ça va véritablement vous arriver de jouer sur, justement, les valeurs comme ça, qui vont justement écraser d'autres valeurs. Donc, c'est intéressant de faire ça, box sizing et justement padding ainsi que margin à 0. Comme ça, après, vous pouvez de façon bien spécifique, hein, voilà, jouer sur ces propriétés-là de vos éléments. D'accord? Donc, hop, quand je fais ça, vous voyez que je suis OK ici. À la base, lorsque je n'avais pas mis padding et margin à 0, vous avez remarqué justement, hein, ici que voilà, j'avais des marges par défaut. Donc, ça peut justement aussi fausser nos calculs parfois. Donc, c'est bon de réinitialiser ou du moins d'initialiser toutes ces valeurs à 0. Comme ça, on est sûr que les valeurs qu'on met sont des valeurs précises et ne vont pas être affectées par les valeurs par défaut. OK? Donc, j'espère que vous avez compris l'avantage du box sizing et je vous recommande toujours d'utiliser ce petit astuce. OK? Pour faire un petit reset CSS avant de commencer votre code. Donc, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. On en a fini avec le modèle des boîtes. N'hésitez pas à vous entraîner, à aller sur la documentation pour en savoir plus sur les différentes propriétés qu'on a découvertes et justement sur le modèle des boîtes en soi. Allez, rendez-vous dans le prochain chapitre.